Nouvelle-Calédonie, actualité. Le consommateur a des droits et à la veille de la journée internationale qui traite de ce sujet, nous intéressons ce soir à la transition alimentaire parce que nous avons le droit de manger sainement. Mais à quel prix? On en parle ce soir avec notre invité Gilles Vernier, président de l'association UFC Que Choisir. Antea remplace l'Alice, l'ancien navire de l'IRD. Le nouveau bateau de l'Institut de recherche sera en charge de la campagne océanographique dans tout le Pacifique Sud, comme par exemple comprendre l'impact de l'océan sur le climat. Nous avons rencontré l'équipage avant le départ. Et enfin, la restauration écologique des forêts sèches se poursuit à Pointe-Bout, en province nord. Depuis 2 mois, 2700 plants de forêts sèches ont été mis en terre. Aujourd'hui, nous suivons leur développement. Mais avant de développer ces titres du nouveau pour l'Alliance scolaire de l'Église évangélique, donc l'ASE, certains parents d'élèves ont pris le relais des personnes Athos. Ils ont assuré la demi-pension et le fonctionnement des internats au lycée de Dokamo, à Nouméa, Doneva, à Wailou et au collège Boava à Poum. Quant au personnel administratif, technique, ouvriers, sociaux et de santé qui ont cessé leur travail en fin de semaine dernière faute d'être payés, ils vont recevoir leur salaire. Luther Vudjo, directeur de l'ASE, l'a confirmé à Vanessa Kidi. Désormais, donc, la mise en paiement du personnel Athos a été actée. Selon les banques, donc ça arrivera sur les comptes, soit c'est déjà fait, soit c'est aujourd'hui, soit c'est demain. Et donc la garantie a été faite par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le vice-rectorat. Et donc ça nous a permis d'avoir des fonds compensatoires dû au fait que pour le personnel Athos de l'enseignement privé, partie restauration, partie hébergement, donc partie internat et partie cantine, ce sont des personnels dont les fonds structurels ne sont pas indiqués dans la loi organique. Et donc ce sont des dépenses parfois factuelles, mais liées aussi au nombre d'élèves et d'effectifs. Et donc voilà pourquoi on a à chaque fois des problèmes de trésorerie à ce niveau-là, et ça dépend en fin de compte des délibérations des différentes collectivités. Nous devons faire en sorte que ce soit des délibérations, ce soit des budgets qui soient votés en année N-1. Et une fois que c'est voté une année N-1, ce sont des dotations dues. Donc il peut nous permettre, nous, d'avoir des recours juridiques un peu particuliers, de faire en sorte que ce soit versé et qu'on soit assuré pour nos employés, pour les parents d'élèves, pour nos établissements, que ce soit en dotation de fonctionnement annuelle déjà actée par les élus. Voilà, je vous le disais, ce sont des propos recueillis par Vanessa Kédé. Contactez le groupement des parents d'élèves dénonce la mauvaise gestion de la direction de l'ASE et nous confie que cette situation pénalise les élèves. Néanmoins, tout devrait rentrer dans l'ordre dans les établissements de l'ASE dès demain. Les consommateurs ont des droits à la sécurité, à l'information ou encore donc à l'information, je vous le disais. Vous avez le droit également de manger sainement. Mais comment manger sainement lorsque les fruits et légumes coûtent cher? Le prix des légumes et des fruits augmente de plus de 28% en 2 ans et à la veille de la journée internationale des droits des consommateurs. Une question, est-ce que l'autosuffisance alimentaire est possible en Nouvelle-Calédonie? Des pistes sont déjà sur la table depuis plusieurs années comme la permaculture. D'ailleurs, des Calédoniens se forment autour de ce procédé comme à Poya. Un reportage d'Ismaël Wakassiou. En fait, ça, ce sont des farines et des poudres qu'on a confectionnées sur nos formations du mois de septembre et du mois de novembre. Donc là, par exemple, on a de la poudre de taro. Poudre de taro, farine de banane ou de manioc, des aliments de base pour notre alimentation. Tous ces trésors sont extraits de ce jardin de 5 arts qui abrite 40 plantes comestibles et médicinales qui n'ont plus aucun secret pour Dolores, agricultrice biologique autonome avec ses propres ressources. Je suis autonome, c'est le principal. Après, si je cherche financièrement, j'allais dire, je commence à lever la tête un peu, à pouvoir faire des investissements, mais pas forcément à en vivre pleinement, quoi. Et moi j'ai des abeilles, donc je fais du miel, j'ai de la vanille, des produits un peu de luxe, quoi, j'allais dire, pour m'en sortir un peu.
long chemin de prise de conscience pour être au plus proche de la nature. Déjà initiés, les stagiaires viennent par faire leur connaissance dans un objectif précis, être autonomes. Il faut essayer je vais parler en termes personnels, de se nourrir soi-même, de pouvoir ne serait-ce que prendre le minimum ailleurs, mais le maximum qu'on le fasse nous-mêmes. C'est d'autant plus important qu'on voit que le pétrole a augmenté, que le prix des engrais a augmenté, que leur disponibilité aussi s'est réduite par contre, et que oui, c'est important. Et en plus, l'autre côté important, c'est que quand tu manges les produits de ton terroir, ça t'amène des choses importantes pour toi. C'est prendre des petits bouts de papier et écrire le nom au marqueur comme ça, vous prenez des photos de chaque plante séparée. C'est pas mal. En fait, on voit qu'il y a des gens qui se réapproprient la question de l'alimentation. Donc on va avoir des publics différents qui se retrouvent autour d'un projet. Ici, c'est de l'agroforesterie où en fait il va y avoir un suivi dans le temps. Donc tous les X mois, les gens vont se retrouver et ils vont être formés à chaque point d'étape clé en fait où il va y avoir des partages, de l'échange, de la création de liens. Et donc après, les gens ils peuvent essaimer de leur côté. Donc c'est là qu'on voit que collectivement en fait on se réapproprie la question comme une priorité et on avance pour en fait recréer des pourcentages de sécurité alimentaire, mais aussi des pourcentages du savoir-faire en fait. La formation permaculture et souveraineté alimentaire continue jusqu'au 16 mars à la Maison de la Solidarité dans la commune de Poya. La transition alimentaire, un dossier sur lequel s'est penché l'UFC Que Choisir, qui lutte justement pour le droit des consommateurs. D'ailleurs, le gouvernement du pays s'est d'ailleurs engagé sur le sujet avec une rencontre des acteurs du pays l'an dernier. Et pour en parler ce soir, Gilles Vernier, président de l'association UFC Que Choisir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors dans vos 8 propositions, vous faites justement la remarque que si nous mangions tous des produits frais, le pays arriverait vite à saturation. Donc les importations sont inévitables. Alors comment justement mettre fin au système de quotas et des protections de marché ? C'est le choix, un de nos chevaux de bataille, le problème des quotas. C'est vrai que si on favorise la consommation de produits locaux, on va baisser la pression sur les importations, c'est une chose. Pour cela, il faut aussi changer l'habitude des consommateurs calédoniens, qu'ils favorisent les produits locaux, par exemple dans les cantines, peut-être dans les cantines d'administration ou les écoles. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut organiser le marché intérieur, le marché de la production locale, qu'elle devienne plus importante, qu'on l'aide et financièrement et techniquement pour que les rendements, par exemple, soient plus importants. La qualité des produits, c'est très important aussi. Ça permettrait, je dirais, que les gens changent d'habitude, parce que beaucoup de consommateurs ont une habitude, par exemple, de voir des produits qui arrivent, ils sont tous calibrés, ils sont très beaux dans la présentation. Des fois, ils sont pas spécialement très bons, ils sont pas spécialement goûteux, mais il faut aussi que nous, on arrive en Calédonie à avoir une production qui ressemble fortement à ce qui est importé. Donc, alors justement, je vous repose la question, qui doit mettre fin à ce système ? Tout le monde. Il faut que les producteurs se mettent ensemble, réfléchissent, les politiques, c'est-à-dire nos dirigeants, impulsent cette action, c'est-à-dire qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on regarde ce que l'on peut faire. Donc c'est quand même avant tout une décision politique de favoriser la production locale, parce qu'il faudra automatiquement dégager des crédits, des aides pour aider le fabricant, le cultivateur qui va cultiver des carottes ou autre chose, pour l'aider à avoir une meilleure production, un meilleur rendement à l'hectare. On a des organismes pour ça qui peuvent nous aider, mais il faut aussi de l'argent. Donc l'argent, c'est les politiques, c'est la Calédonie. Alors c'est d'ailleurs l'une des préconisations de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Dans la région, nos voisins tahitiens ont l'air de mieux s'en sortir. Je vous propose de faire un point avec notre journaliste qui est basé à Nouméa et on fait le point après. Les tarifs des produits alimentaires n'en finissent plus de grimper. D'après l'ISEE, ils ont augmenté de presque 7% en 2022. Quand le consommateur passe en caisse, c'est sur les fruits et légumes que la facture est la plus salée. En effet, le prix des fruits augmente de 6,3%, mais ce sont nos légumes qui subissent la plus forte progression, 14,9%.
Cette inflation n'est pas nouvelle. En 2021, le prix des fruits avait progressé de 7,2% et celui des légumes déjà de 13,8%. En 2 ans, nos légumes ont donc subi une augmentation de 28,7%. À titre de comparaison, les Tahitiens payent leurs fruits et légumes bien moins cher. Prenons l'exemple de la banane locale. À Tahiti, ce fruit de saison s'affiche entre 140 et 360 francs au kilo dans les enseignes de grande et moyenne distribution. Tandis que chez nous, les bananes locales sont vendues entre 495 et 695 francs par kilo. On observe cette même différence tarifaire sur l'aubergine qui vaut entre 207 et 405 francs à Tahiti, alors qu'elle est commercialisée entre 733 et 825 francs ici, soit plus du double. Cet important écart de prix a une conséquence sur la consommation. Selon l'Agence sanitaire et sociale, seulement 4 Calédoniens sur 10 mangent des fruits et légumes tous les jours, contre 8 consommateurs sur 10 en Polynésie française. Alors pourquoi les tarifs ne baissent-ils pas ? Certes, les agriculteurs ont dû faire face ces dernières années à des pertes liées aux intempéries, mais la production calédonienne est bien loin de couvrir les besoins de la population. Les fruits locaux représentent à peine 50% des ventes. Cette situation de rareté assure aux agriculteurs de vendre au tarif le plus élevé. Leurs produits seront de toute façon achetés par la clientèle qui en a davantage les moyens. Dans une note publiée l'an dernier, l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie proposait une solution. Elle recommandait de lever les restrictions à l'importation de fruits et légumes dans les périodes de pénurie. Le meilleur moyen de faire baisser les tarifs, selon l'institution. Voilà, c'était un sujet développé par Louisa Destug. Revenons avec notre invité Gilles Vernier. On le voit, l'écart est conséquent entre Tahiti et le pays. Votre réaction ? Je ne connais pas le marché tahitien. Est-ce que le marché des producteurs tahitiens est mieux organisé que le marché calédonien ? Certainement. Il y a une meilleure production et une meilleure qualité. Vous savez, quand on offre une production conséquente et une qualité aussi très soutenue, les acheteurs ils vont vers les produits locaux. Il n'y a pas de souci. Mais il y a une trop grande différence entre nos produits et puis les produits importés. Ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose aussi, on a peut-être des productions qui ne sont pas ciblées. Je m'explique. On fait un certain nombre on cultive un certain nombre de produits ici. Est-ce que c'est judicieux de les produire ici ? On a une terre qui est quand même assez spéciale. On est pour certains légumes obligé de faire de l'hydroculture. Enfin, est-ce que c'est la bonne solution ? C'est des productions qui coûtent cher à produire, c'est le cas de le dire, alors qu'il serait peut-être plus judicieux de ne plus faire ce genre de production, de les importer et de se consacrer sur une production que l'on sait bien faire et de la professionnaliser. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Vous savez, une grande surface, elle a une réaction qui est tout à fait normale, c'est-à-dire qu'elle va acheter localement. On le voit sur certains les fruits et légumes, elle achète localement. Simplement, elle achète un petit producteur qui, pour lui, la vente à un grand magasin, c'est carrément son revenu peut-être de l'année. Donc, la grande surface va faire un effort à l'achat, elle va très bien comprendre qu'il faut qu'il en vive. Donc, ce produit-là sera à l'achat de toute façon plus cher que ce qui va être importé. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment optimiser la production locale. Et moi, je reviens sur le problème des aides. Il faut professionnaliser cette production. Il faut choisir ce qu'on va produire. Il faut aider ces producteurs. Et là, on aura et des fruits et des légumes qui soient, je dirais, attractifs, avec des prix attractifs. Alors justement, vous parlez des grandes surfaces. Est-ce que les agriculteurs se sont-ils menacés en cas de baisse de prix ? Je ne crois pas si on les aide. Je ne crois pas. C'est un producteur, si demain il est capable de doubler sa production parce qu'on l'a aidé, parce qu'on lui a donné les moyens de mieux produire, les techniques pour mieux produire, si on les aide, il sera très content. Vous savez, un producteur, si on lui assure un revenu annuel en sachant que sa production sera vendue automatiquement, enfin elle sera achetée automatiquement, même avec un prix minimum, il a une garantie de revenu qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est quand même une sécurité. C'est pour ça qu'il faut organiser ce marché. Alors une dernière question. Le pays donc est lauréat de l'appel d'offres, donc un programme innovation outre-mer. Elle a démarré avec un projet triade, trajectoire, recherche, innovation, alimentation durable. Donc l'objectif, c'est bien de transformer le modèle alimentaire calédonien en le rendant plus résistant. Qu'en pensez-vous ?
C'est une bonne chose. On peut que souscrire à ce genre de démarche, effectivement. Après, comment va être décliné ce souhait, ça c'est un autre problème. C'est pas le tout vous savez, on se réunit autour d'une table, on parle beaucoup, on prend des décisions. Après, il faut les mettre en application. Et les mettre en application, ça demande, je dirais, beaucoup de réflexion. Il faut avoir un schéma directeur important, que tout le monde soit d'accord sur la façon de procéder, des moyens financiers, bien évidemment. Donc, pour le moment, oui, on ne peut que souscrire. Après, on verra la suite. Gilles Vernier, vous êtes le président de l'UFC Que Choisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce dossier. En bref, l'Australie vient d'officialiser l'acquisition de 3 sous-marins à propulsion nucléaire américains d'ici 2030. Cette annonce s'inscrit dans l'accord de coopération AUKUS mis en place il y a 1 an et demi entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Un coût qui se chiffre à 6 milliards de dollars australiens, dont 445 milliards de nos francs. La Chine a qualifié ce projet de dangereux. L'adhésion de l'Australie à l'alliance AUKUS avait créé une tension diplomatique avec la France en 2021. Souvenez-vous, l'Australie avait alors annulé une commande de 12 sous-marins pour une valeur de 56 milliards d'euros, soit 6,6 billions de nos francs. Est arrivé à Nouméa en décembre donc l'année dernière le nouveau navire de la flotte océanographique française. L'Antea prend la suite de la liste pour les campagnes océanographiques dans tout le Pacifique Sud. Il a pris le large cet après-midi pour sa première mission scientifique nommée Sotalis dans les eaux calédoniennes. Maëlys Vézir a rencontré l'équipage avant le départ. Ça risque de bloquer encore avec les largeurs et tout, c'est pas... Là, le risque, c'est de péter le... Ouais, non, c'est trop... le collecteur. Dernier préparatif avant de prendre le large, une vingtaine de marins, scientifiques et ingénieurs ont mis le cap vers le sud de l'île des Pins cet après-midi pour observer les monts sous-marins du pays. Cette première campagne, nommée Sotalis, qui durera jusqu'au 1er mai, est pilotée par l'Institut de recherche et de développement Nouvelle-Calédonie. Hier, on a chargé tout le matériel sur le pont que vous voyez ici, tout le matériel qui va être déployé et laissé en mer pour enregistrer pendant 8 mois toutes les 10 minutes les courants et leurs variations, la pression dans l'océan et les variations, température, salinité et variations. Et ce qui va nous intéresser là, pendant cette mission Sotalis, c'est de comprendre la physique de l'océan, les courants, la connexion possible entre les monts et ce qui peut faire que l'océan s'agite. Toute une partie de ce qu'on fait qui touche à l'océan, c'est pour mieux comprendre l'impact de l'océan sur le climat et donc sur le réchauffement climatique, mais aussi sur les phénomènes interannuels comme El Niño et La Niña. Alors habitué à naviguer sur l'Alice, âgé aujourd'hui de 36 ans, l'équipage est parti pour la première fois à bord de son remplaçant, l'Antea, nouveau navire de la flotte océanographique française, long de 35 mètres. L'Antea est un bateau plus grand, plus long, beaucoup mieux équipé que l'Alice, puisqu'il est équipé de sondeurs à la fois pour faire des mesures dans la colonne d'eau, des sondeurs qui vont permettre de faire des mesures de courantométrie, une grande plage arrière qui va permettre de déployer les mouillages que vous avez pu voir tout à l'heure pour la campagne Sotalis, mais également qui sera équipé à partir de l'année prochaine d'un sondeur multifaisceau, plus grande profondeur que celui de l'Alice et qui va permettre aussi de cartographier des zones jusqu'à peu près 3000 mètres de profondeur. Au total, l'Antea assurera en 2023 157 jours de mission scientifique à travers tout le Pacifique Sud au profit des scientifiques de l'IRD, de l'IFREMER, du CNRS et de la CPS. À suivre dans ce journal, la restauration écologique des forêts sèches se poursuit à Pointe-Boute en province nord. Elle a été initiée par l'agence néo-calédonienne de la biodiversité et depuis 2 mois, 2700 plants de forêts sèches ont été mis en terre. Aujourd'hui, nous suivons le développement des plantes. Un reportage d'Océane Zobler. Ah zut, attends. Non, il est encore en bas. 0,236. Depuis ce matin, Maggie et son équipe mesurent et observent une quarantaine de nouveaux plants de forêt sèche bien identifiés sur cette zone de 3 hectares située sur la presqu'île de Pindaille entre Népouy et Pointe-Boute. Un travail méticuleux qui a pris plusieurs mois pour se mettre en place. Préparation de la parcelle, réalisation des trous et étiquetage. Aujourd'hui, le soulagement est là avec les premiers résultats qui sont plutôt positifs.
Quand on voit que ça pousse, ça fait quand même 2 mois. Après, on va voir au 2e, 3e suivi, parce qu'on va voir si les plants ils tiennent le coup, c'est surtout ça. Déjà, je trouve que c'est une super belle réussite, quoi. Les plants, ils sont beaux là. Ils sont beaux, la plantation elle est belle, tout est parfait, quoi. Maintenant, effectivement, faut espérer que ça tienne le coup, mais ça, je dirais que ça dépend plus de vous, quoi. En tout, 17 espèces natives de forêts sèches ont été plantées ici. Voici l'une d'entre elles, le Mimmusops elingui. On le connaît aussi souvent par le nom raporé, donc c'est son nom commun. Et c'est une espèce qui est assez structurante, ça forme de beaux gros arbres. Et donc voilà, c'est une espèce qui est très adaptée aux forêts sèches. Les forêts de manière générale et la forêt sèche aussi ont un rôle écologique à jouer. Déjà, c'est un réservoir de biodiversité. En plus de ces nouvelles plantations, se trouvent aussi des espaces de forêt sèche vierges qui y sont protégés. Donc, ce sont des clôtures anti-cerf qui ont été disposées autour de ces espaces afin de préserver les îlots de forêt sèche qui sont présents au cœur de cet espace-là, de préserver la régénération naturelle sur ce site et aussi de nous permettre de développer des chantiers de restauration dans le but de restaurer la forêt sèche et de restaurer aussi les connectivités qui existent entre les différents îlots de forêt sèche au sein de cet espace, mais aussi entre le sud et le nord de la presqu'île. En tout, 800 plants devront être suivis, un travail sur plusieurs semaines dont le résultat définitif ne se mesurera qu'au fil de plusieurs années. La forêt sèche de Nouvelle-Calédonie occupe principalement la côte ouest et ne représente aujourd'hui plus que 175 km². C'est seulement 3% de sa surface initiale. Allez, un peu de légèreté. Avez-vous déjà entendu parler du cerceau aérien? À l'origine, le cerceau aérien est une discipline sportive issue du cirque. Ce sport mélange danse et voltige. Nous sommes allés à la rencontre de Mathilda Ray, une jeune Calédonienne qui a décidé de monter son école de danse. Un reportage de Michel Pimbé. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give. Dans la nouvelle salle de son école de danse à Wemo, Mathilda teste le nouveau matériel récemment installé pour ses futurs élèves, principalement des femmes. Elle-même danseuse aérienne, elle a eu un coup de cœur pour cette discipline il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle souhaite transmettre sa passion. Il y a des diplômes, donc moi j'en ai, mais là il faut plutôt aller dans l'expérience. Il faut essayer faire beaucoup de cours, donner aussi des cours à des personnes différentes, dans des pays différents, avec des techniques différentes, parce que la diversité, la richesse de maintenant ce que je peux donner aux autres, c'est le fait que j'ai appris par plein de gens différents, qui ont des techniques différentes. C'est pas une technique que je vais adopter, c'est un mélange de tout. Cette pratique est une fusion de force physique, d'agilité et de créativité. Elle donne alors l'impression que les pratiquants volent dans les airs. Pour Mathilda, la discipline est accessible à tout le monde. Moi, c'est ce que tout le monde me demande. Est-ce qu'il faut savoir faire une traction? Est-ce qu'il faut avoir des abdos? Est-ce que ceci, cela? Moi, la chose principale que je dis aux gens, c'est qu'il faut de la motivation. T'as pas besoin de 100% de force, t'as pas besoin de 100% de souplesse. Tu peux le faire si t'es pas souple, tu peux le faire si t'es pas fort. Et c'est ça qui est très bien pour moi dans cet art, quoi. Pour permettre aux artistes de réaliser des mouvements acrobatiques dans les airs en toute sécurité, le cerceau en acier inoxydable résiste à 120 kg et tout le matériel d'accrochage, mousquetons, cordes et poulies peuvent supporter un poids de 2 tonnes. Parce que le matériel vient de pays différents, d'endroits différents. Je voulais la meilleure des qualités dès le départ. Je voulais pas devoir réinvestir après par la suite parce que c'est pas assez solide, ceci, cela. Et c'est quand même quelque chose qui se fait dans les airs, donc il faut que le matériel soit résistant et soit bien, quoi. Au-delà de la grâce du mouvement aérien, un aspect primordial dans cette discipline, le cerceau aérien demande à ses adeptes de s'astreindre à un entraînement régulier. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.